Organisé par la France en collaboration avec le Togo, médiateur de l'Union africaine sur le Grand Lac. Détail dans nos prochaines éditions. C'est officiel, Aimé Boji, ancien ministre de l'Industrie, est désigné ce mercredi candidat unique de l'Union sacrée de la Nation au poste du président de l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite par le secrétaire permanent de cette méga plateforme politique, André Mbata, lors d'un point de presse. Il est au micro de Robert Ndaye. Je suis heureux de vous annoncer finalement que l'Union sacrée de la Nation, conformément à l'article 27 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, après ces concertations-là entre le chef de notre famille politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet exercice avec le Présidium de l'Union sacrée de la Nation, cet exercice avec les candidats eux-mêmes, cet exercice avec les chefs, les responsables de nos partis et des groupements politiques, je suis heureux de vous annoncer que l'Union sacrée de la Nation présentera à l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale le candidat numéro 1 sur la liste des dossiers dans l'ordre alphabétique, l'honorable Boji Sangara Aimé. Et donc, à partir de cet instant, le candidat de l'Union sacrée de la Nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Et dès cet instant, ce n'est pas un candidat pour lui-même ni pour un parti politique, c'est le candidat de notre famille politique. Et tous les candidats, sportivement comme il se devait d'ailleurs, d'après nos textes, d'après le règlement intérieur, d'après nos actes d'engagement et nos actes de loyauté, tous les candidats que j'ai reçus comme secrétaire permanent sur demande de la haute autorité politique, tous les candidats se sont engagés à soutenir le candidat de la majorité parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul candidat. Je le disais à l'ouverture de cette édition, prétendue violation de cessez-le-feu dans les zones sous occupation par l'AFC 123, le FARDC demande cette rumeur. L'armée appelle la population au calme. On écoute le général-major Silvano Ekenge, porte-parole de l'armée. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFC 23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin le Rwanda sous les couverts de l'AFC 23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinées et engagées pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée. Vous avez suivi le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC. Kinshasa salue la nomination de membres de la commission d'enquête indépendante sur la situation dans la province du Nord et Sud Kivu. Le gouvernement congolais réaffirme son soutien au mandat confié à la commission consistant à établir le fait et responsabilité relatif aux violations graves de droits de l'homme commises dans le contexte de l'agression armée en cours.
Cette commission d'enquête indépendante créée par les Conseils des droits de l'homme sur la situation dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu vise à faire la lumière sur les questions des violations des droits de l'homme dans cette partie du pays. Ainsi, le président du Conseil des droits de l'homme, l'ambassadeur Jurg Lobert, a annoncé la nomination d'Arnold Akodjenou du Bénin, de Maxime Marcus Allemagne USA et de Clément Nyaletsotsi Voulé du Togo comme membre de la commission récemment créée. Ainsi, cette commission a été mandatée d'enquêter et d'établir le fait, les circonstances et les origines fondamentales de toutes les allégations de violations présumées des droits de l'homme et d'atteinte à ces droits et des violations du droit international humanitaire, y compris celles touchant aux femmes et aux enfants impliquant les violences sexuelles et sexistes. À cet effet, le gouvernement de la République, par un communiqué officiel publié par le ministère de la Communication et des Médias, salue la nomination de membres de la commission d'enquête indépendante sur la situation des droits de l'homme dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et les communiqués de poursuivre, le gouvernement rappelle que la poursuite des auteurs et commanditaires des crimes constitue une exigence de justice et un impératif de lutte contre l'impunité. Dans cet esprit, il réitère sa disponibilité à coopérer avec la Commission conformément à la législation nationale et aux engagements internationaux de la République. Le gouvernement encourage également la Commission à se rendre sur le terrain dès que possible, conformément aux préoccupations du Conseil des droits de l'homme, afin de documenter le fait au plus près des réalités subies par les populations civiles. Et enfin, le gouvernement de la République démocratique du Congo remercie le Conseil des droits de l'homme pour son engagement partagé en faveur de la protection des droits de l'homme et de la vérité historique indispensable à la restauration durable de la paix, à la justice et à la stabilité dans la région. Fin de citation. 11 armes de type AK-47 et une bombe et plusieurs munitions de guerre ont été remis aux FARDC dans les territoires de Djougou. La cérémonie a eu lieu en présence du commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Bruno Mandevou. Ces armes et munitions de guerre ont été présentées aux différentes communautés et même secteurs du territoire d'Ndjougou, ici à Massumboko, à l'aumônerie protestante du 32-02 régiment. 11 armes du type AK. Nous avons une bombe, donc les projectiles de RPG-7. Nous avons à peu près 18 chargeurs et quelques munitions. Voilà que nous avons ramassé de Mabanga. De façon symbolique, je remets au commandant secteur ces armes avec qui nous sommes fatigués, nous. Voilà mon commandant, nous sommes fatigués. On remet le travail de la force loyaliste dans sa main, celle de protéger la population ici. Présentation faite lors d'une grande rencontre de pacification à laquelle ont pris part les différents membres des secteurs chefferies et groupements du territoire d'Ndjougou. Le général-major Bruno Mandevou ayant présidé la cérémonie a schématiquement présenté la source des conflits dans ces territoires. Les différents chefs des secteurs et groupements ont présenté respectivement le tableau de la situation dans leurs entités. Une réunion de pacification facilitée par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Objectif, pacifier les territoires d'Ndjougou dans son ensemble au travers les approches militaires et non militaires pour bien booster et développer l'économie de cette province. On change carrément de registre. Le franc congolais s'est renforcé, le prix de biens et services tend à se stabiliser. Cette stabilité monétaire contribue à préserver le pouvoir d'achat de la population. Telles sont les conclusions du comité de conjoncture économique présidé par la chef du gouvernement. Le récit est de Chimandondo Emmanuel, la commissaire Pompomba et Joe Patrick Coco. À Kinshasa, le vent tourne enfin. Sur les marchés, les prix cessent de s'envoler et le franc congolais regagne du terrain face au dollar. Après 2 mois d'inflation et d'incertitude, les indicateurs économiques repassent au vert. Le gouvernement parle désormais d'une véritable accalmie. Autour de la première ministre Julie Souminwa-Tuluka, les comités de conjoncture économique affichent son optimisme, croissance soutenue, inflation maîtrisée, taux de change en recul.
la promesse du président de la République se réalise. Donc la question du pouvoir d'achat, qui est la première promesse du président de la République, se réalise. Tous ceux qui consomment ou qui reçoivent le salaire en francs congolais savent bien qu'ils ont récupéré du pouvoir d'achat. Maintenant, la question, c'est nos habitudes. Le dollar, à chaque fois nous calculons avec le dollar. Donc il faut qu'on puisse se reprendre nos calculs en francs congolais, comme c'est d'ailleurs ça se fait. La Banque centrale maintient une politique monétaire rigoureuse pour contenir l'inflation, tandis que le gouvernement appelle la population à renforcer la confiance dans la monnaie nationale et à réduire la dépendance au dollar. Effectivement, on constate qu'il y a une accalmie. Et nous avons eu de bonnes nouvelles de la part du gouverneur de la Banque centrale, que les choses sont en train de se calmer, bien sûr, parce que il faut justement éviter qu'il y ait ces petites montagnes qui font que les gens vont avoir peur de continuer à utiliser le franc congolais, mais c'est plutôt l'inverse. Ils doivent être rassurés que le cours d'échange va se stabiliser, et que dans les prochains jours, nous devrions constater petit à petit la stabilisation aussi au niveau de prix de biens sur le marché. Cette stabilité retrouvée redonne du souffle au pouvoir d'achat et ravive la confiance dans l'avenir. Au-delà de la RDC, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre congolais en charge de l'économie nationale, a échangé avec plusieurs ministres congolais. Organisation prochaine du Forum économique RDC-Angola, intensification de la coopération dans le secteur stratégique et renforcement des échanges entre les opérateurs économiques de thématiques au cœur de leurs échanges. Rodé Panda. En compagnie du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou Chikou, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, était porteur d'un message clair au président de la République d'Angola, celui de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale entre la RDC et l'Angola. À Luanda, Daniel Mukoko Samba s'est entretenu avec plusieurs membres du gouvernement angolais, notamment les ministres de la planification Victor Hugo Guilherme, le ministre de l'Industrie et du Commerce Victor Fernandez, la ministre de la Pêche et des Ressources marines Carmen Sacramento Neto, ainsi que le ministre d'État à la coordination économique José de Lima Massano. Ces rencontres ont permis d'aborder des questions stratégiques liées aux produits de la pêche, aux obstacles au commerce formel transfrontalier, ainsi qu'à la relance du partenariat avec la compagnie pétrolière publique angolaise Sonangol, Sociedade Nationale de Combustibles de Angola. Concernant les produits de la pêche, un échange fructueux a eu avec la ministre angolaise afin que les importateurs privés de la RDC arrivent à obtenir davantage d'informations. L'Angola et RDC, ils sont frères. On parlait des choses de changement. Ils donnaient un petit peu de vitesse dans les échantillons qu'on fait avec le commerce et même avec les transactions monétaires. Mettre les banques pour faire des transactions bancaires. Daniel Mukoko Samba a souligné que malgré la longueur de la frontière de 2646 km, la plus importante que la RDC partage avec un pays voisin, les échanges restent encore en deçà des attentes. Cette mission marque donc la volonté commune de deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi et João Lourenço, de redynamiser les relations entre Kinshasa et Luanda dans un esprit de complémentarité économique et d'intégration régionale. Ainsi, les deux parties se sont accordés sur la tenue de la 3e édition du Forum économique RDC-Angola en février 2026 à Mwanda. Posons à présent cette question. Quels sont les mécanismes efficaces pouvant mettre fin aux flux financiers illicites? Le cas du secteur minier, le participant au forum de haut niveau à ces sujets vont cogiter sur la stratégie spécifique. C'est le ministre des Finances qui a lancé ces travaux qui reçoivent l'accompagnement de la GINSA. Cédric Elina. C'est une synergie qui se met en place pour faire face à la rigidité des groupes mafieux, la contrebande, la fraude fiscale et le financement du terrorisme qui trouve sa sève dans le blanchiment des capitaux. Organiser des communs accords entre le gouvernement de la République et la GIZ, la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale,
cas du secteur minier et ces nouveaux cadres d'information entre régie financière et la CNRF pour attaquer ces mal à la racine, a reconnu le ministre des Finances, Doudou Fwamba Lukunde Libotaï. Chaque dollar perdu, c'était un enfant privé d'éducation, un centre de santé non équipé, une route non achevée. C'est pourquoi la lutte contre les flux financiers illicites est un devoir républicain et un impératif de souveraineté nationale. Les représentants des régies financières ont tous reconnu unanimement la nécessité des actions coordonnées et le directeur général de la DGRAD, Etienne Otoudiloutoula, lui, a insisté sur l'engagement de la DGRAD. En se référant à la définition des flux financiers illicites tels que définis par le Fonds monétaire international, qui désigne entre autres les mouvements transfrontaliers des fonds qui sont gagnés, transférés et ou utilisés de manière illégale, nous pouvons affirmer, sans craindre d'être contredits, que la DGRAD est la première réforme engagée par le gouvernement de la République pour lutter contre ce flux illicite financier. Au-delà du pouvoir reconnu aux structures engagées dans cette lutte, les participants vont se pencher sur des thématiques liées à la prévention, la détection, la poursuite et recouvrement à travers une coopération interinstitutionnelle. On enregistre un nouveau cadre organique adapté pour le ministère des Affaires foncières, sujet évoqué lors d'une séance de travail entre le vice-premier ministre de la fonction publique et la ministre des Affaires foncières. Ces dernières a salué le réforme engagé au sein de l'administration publique. Nadine Kiloso, Cédric Enina et Mokia Malouma. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu en audience une délégation du ministère des Affaires foncières conduite par la ministre des tutelles. Objectif, soumettre les préoccupations liées à la révisitation du cadre organique de ce secteur. Au cours de cette séance de travail, la ministre a salué les réformes en cours à la fonction publique, tout en insistant sur l'urgence de doter le secrétariat général de son ministère d'un nouveau cadre organique plus adapté aux réalités actuelles. Elle a également plaidé pour l'amélioration des conditions salariales des agents. Si les efforts sont conjugués pour les deux secteurs, nous pensons que les premiers bénéficiaires, c'est nous qui gérons les administrations. Ce sont les agents et cadres de nos administrations qui vont bénéficier de tous ces avantages-là. On a senti à travers les autorités vraiment l'envie d'améliorer et de faire du bien pour les agents de notre administration. Ce nouveau cadre aura l'avantage de tenir compte que les affaires foncières où le cadastre a besoin d'être moderne. On doit quitter le papier, on doit aller vers le numérique. Et le cadastre n'est pas seulement le papier, on doit avoir aussi les appareils en termes de bons mesurages. Mais on doit avoir aussi l'homme. L'homme doit être bien formé et savoir comment on le recrute. En réponse, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a réaffirmé son engagement à accompagner ce processus dans le cadre global de la modernisation de l'administration publique. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique du gouvernement visant à bâtir une administration publique plus jeune, compétente et performante, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, cette proposition de loi sur la transformation locale et le développement de chaînes de valeur de substances minérales déposée ce mercredi à la Chambre basse du Parlement congolais. Selon les députés Thierry Mulumba, initiateur, la dite loi vise à renforcer l'industrialisation nationale autour du secteur minier. La République démocratique du Congo se trouve à un moment crucial de son histoire car elle détient des ressources minérales importantes, lesquelles sont des éléments essentiels pour la transition énergétique et technologique mondiale. À l'ère des nouvelles technologies dites digitales et à bas carbone, leur déploiement accéléré et à grande échelle provoque une mutation de l'économie mondiale et un changement de mode de vie des populations. Les ressources minérales à la base de ces nouvelles technologies jouent un rôle essentiel. C'est dans ce contexte que l'honorable Thierry Mulumba, dans son rôle de légiférateur en tant que député national, a élaboré une proposition de loi cadre sur la transformation locale et le développement de chaînes de valeur de substances minérales en République démocratique du Congo. Nous estimons que cette proposition de loi rencontre le souci du chef de l'État, qui a récemment déclaré qu'il ne bradera jamais les richesses de la République démocratique du Congo. Et dans cette proposition de loi, il existe des dispositions spécifiques pour une meilleure gestion des minéraux critiques
et stratégique. Telle est la démarche de l'honorable Thierry Mulumba Mpandangila à travers la présente proposition de loi cadre sur la transformation locale et le développement de chaînes de valeur de substances minérales en RDC. La loi que nous venons de proposer aujourd'hui et qui comble ce vide juridique existant encadre les activités industrielles post-extractives qui représentent 85% du marché international. Cela veut dire que l'application de cette loi aura un impact important sur l'économie de notre pays. Le texte de la proposition de loi cadre Mpandangila, déposé ce mercredi 29 octobre 2025, est un document de 56 pages ayant 6 titres et 143 articles. Tout à fait autre chose. Le ministre provincial en charge de l'environnement venu à Kinshasa dans le cadre de la semaine nationale du climat se sont retrouvés en face de la ministre nationale de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, le question de gouvernance forestière à l'ordre du jour. Elie Tchala. La première semaine nationale du climat s'est enfin révélée comme un véritable arbre à palabres. En sa 3e journée et dans une approche participative, tous les problèmes environnementaux dans les provinces ont été exposés par les ministres provinciaux en charge du secteur, qui est la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangue Ndambo, a voulu rencontrer et échanger sur des solutions aux différents problèmes qui les tourmentent. Attentive et pragmatique, Marie Nyangue Ndambo propose des solutions directes pour atteindre les résultats attendus dans la gouvernance forestière. Je vais commencer par prendre une décision par circulaire qui oblige les coordinations provinciales de collaborer étroitement avec les ministères provinciaux. Et je vais également demander à toutes les structures qui sont sous ma tutelle de travailler directement avec les coordinations provinciales et les ministères provinciaux, de manière à ce que nos actions soient efficaces. On ne peut pas travailler dans le secteur de l'environnement sans impliquer tout le monde. Donc je viens là vraiment refaire les liens. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo invité s'est finalement fait représenter par le porte-parole des forces armées de la RDC, le général Sylvain Ekenge. À l'Office national de produits agricoles du Congo, une réunion mixte a été plutôt mise autour d'une même table. Le bon syndical et le bon employé. Objectif, améliorer les conditions de travail, augmenter la production de produits d'exportation pour faire entrer de devises au pays. C'est un reportage signé Marc Mangaza dans un film de Tony Djouma. C'est dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'ONAPAC que pendant 2 jours s'est tenue une réunion mixte d'évaluation semestrielle entre le bon syndical et le bon employeur avec à sa tête Mimi Monganumbi. Plusieurs sujets ont été abordés. On retiendra entre autres une bonne production et exploitation de produits pérennes dont les cafés et les cacao pour faire monter l'économie nationale. Nous venons là d'une réunion mixte. Justement, dans cette réunion, nous avons balayé de tout. Conditions du travail, l'exploitation, la production et la modernisation qui continue de cette entreprise. Voilà qu'aujourd'hui, elle porte cette belle robe. Les conditions du travail sont bonnes ici et les problèmes ne manquent pas. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé cette entreprise, disons, canard boiteux. Mais aujourd'hui, par leurs efforts, une gestion qui est claire, nous arrivons quand même à vivre toutes les situations. Nous discutons, comme l'a prôné le chef de l'État, sur le dialogue social. Ici, il y a du dialogue social à l'ONAPAC. Nous avons des questions de retraités. Ce n'est pas ces comités de gestion, les comités d'attente qui sont passés, s'ils n'ont pas résolu le problème, mais ici, au moins, il y a déjà une partie des solutions qui est trouvée et ils sont reçus à tout moment ici à l'ONAPAC, justement pour qu'ils arrivent à conclure un jour cette situation. La suite de ces travaux se fera sur terrain, c'est-à-dire avec la descente dans les sites de production pour palper les réalités et venir réfléchir pour y apporter des solutions idoines. 24 ans après la tragédie survenue le 26 octobre 2001, l'Africaine d'explosifs a commémoré le dimanche dernier le 21 victimes de l'explosion.
L'Africain d'explosifs Afridex a organisé une cérémonie émouvante pour commémorer le sinistre survenu le 26 octobre 2001. Une tragédie causée par une explosion lors de la manipulation d'explosifs qui avait coûté la vie à 21 personnes, dont 16 agents Afridex, 2 militaires ainsi que 3 agents de CRPD. La manifestation a débuté par une prière fervente conduite par le directeur général d'Afridex, le lieutenant général Sikabwe Asindafal. Ces moments de recueillement a marqué le lancement des hommages rendus aux disparus. L'événement s'est tenu à la stèle érigée en mémoire et en hommage aux victimes, réunissant le cadre et agents d'Afridex ainsi que les familles de sinistrés venus se joindre au deuil et à la mémoire collective. Plusieurs temps forts ont jalonné cette cérémonie, parmi eux le témoignage poignant d'un ancien agent présent sur les lieux du drame, un moment solennel de dépôt de gerbes et de fleurs par le directeur général d'Afridex et un représentant de famille éplorée. Les mots du directeur général ainsi que le message de remerciement de famille des sinistres. Le lieutenant général Sikabwe Asindafal, directeur général, a pris la parole pour exprimer la solidarité et l'engagement de l'entreprise. Cet incident est survenu en une période critique où la nation avait besoin de la technicité et du savoir-faire de ses fils qui malheureusement se sont retrouvés fauchés en plein exercice de leurs fonctions. L'origine de cet incident est demeurée un mystère. Ce qui est certain est que la nation a perdu ses citoyens. Les familles ont perdu leurs parents. Les amis ont perdu leurs proches. Afridex a perdu ses agents. Je demande à Dieu que leurs âmes reposent en paix. La cérémonie de commémoration s'est achevée par un repas copieux, un moment de partage et de réconfort mutuel pour l'ensemble de participants. L'Afridex réaffirme ainsi son devoir de mémoire et son soutien constant aux familles touchées par le drame il y a 24 ans. Réunis en date du 23 au 25 octobre 2025, les députés nationaux de la Chopo, tenant compte de la rotation de la présidence du bureau de leurs cookies, ont décidé de mettre en place un nouveau bureau, Moleko Moliwa, désigné président. Ce nouveau bureau est composé de Kitoko Lisombo Etienne, Eli Kongolo Darouezi, Londi Yango Tikala, Senga Élisée Ishama et Jean-Pierre Mao, respectivement, vice-président, rapporteur adjoint, questeur et questeur adjoint. Santé. Les femmes du réseau solidaire international étaient dans le rue de la capitale pour dire non au cancer du sein. Une forme de sensibilisation et d'information dans le cadre du mois d'octobre dédié à cette lutte. Et Rudeski Toutou et Joséphine Lyondo étaient là spécialement pour vous, suivant leur récit. Elles ont marché pour une bonne cause, celle d'être sensibilisées sur le cancer de sein et l'importance du dépistage, une étape importante qui sauve des vies. Cette marche de sensibilisation au dépistage du cancer de sein, organisée par le réseau des femmes solidaires internationales, est partie du croisement de l'avenue de Libération ex-24 novembre pour chuter à la gare centrale où la présidente du réseau des femmes solidaires internationales, Lina Pembe Bologna, est revenue sur l'importance du dépistage en présence des personnels médicaux du club de gynécologues obstétriciens venus de différents centres médicaux de la capitale. Chacun a pour sa part éclairé sur les causes, risques ainsi que d'autres prédispositions liées à cette maladie qui touche non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Que toutes les femmes de la RDC doivent savoir qu'il faut faire le dépistage à temps pour vaincre le cancer. C'est ça le secret du cancer. Le dépistage est gratuit, les traitements, on vient de l'apprendre que c'est gratuit. Donc vraiment, quelqu'un qui meurt encore de cette maladie, ça sera vraiment l'ignorance. Et c'est ce qu'on est en train d'éviter, c'est pour ça qu'on marche pour que toutes les femmes, que tous les hommes aussi, se sentent impliqués dans cette cause. Les témoignages des seuls qui ont vaincu la maladie ont éclairé l'opinion. Face au cancer, j'ai choisi la vie. Le rendez-vous est pris pour octobre 2026 pour une autre matinée de sensibilisation. Et puis ces titres avant de nous quitter, la RTNC a ouvert ses portes ces mercredis aux journalistes de la Référence Plus à l'occasion de 35 ans d'existence de ces grands médias. Un pied à la champ et un pied à la rédaction plutôt et un pied au champ pour la réduction de la pauvreté. Yolande Voka. Main dans la main, la radio-télévision nationale congolaise et le groupe de presse La Référence Plus convolent en juste noces.
Ce déjeuner de presse a permis aux deux médias de regarder dans la même direction sur des questions liées à la lutte pour la réduction de la pauvreté. Au nom de Madame la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue Nyembo, qui a autorisé que ces petits déjeuners de presse aient lieu à l'esplanade de la RTNC, nous vous assurons que nous serons un pied dans les champs, dans l'agriculture, pour lutter contre la pauvreté, et un pied à la rédaction. 35 ans d'existence du groupe de presse, La Référence Plus, son éditeur responsable, André Ipakala, a saisi l'occasion pour annoncer un prix pour récompenser ceux qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté. C'est un événement rarissime, mais la RTNC, les tam-tams d'Afrique, il n'y a pas mieux que la RTNC pour sensibiliser les 120 millions des Congolais. Nous sommes venus justement parce que nous voulons atteindre 120 millions de Congolais. Un prix que nous voulons que ça puisse, un prix d'excellence, nous voulons que ça puisse être pérenne, une activité pérenne. C'est-à-dire chaque 2 ans, il faut essayer de voir est-ce qu'on a retiré la frontière de la pauvreté. Idée fort saluée par le journaliste présent à cette cérémonie. Un lopin de terre pour faire un peu de chambre, c'est ce qu'il nous recommande, manger bio. C'est une initiative que nous apprécions beaucoup. Bon, nous, à notre niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser. Sensibiliser la population avec tous ces terres, 80 000 hectares de terres arables que nous avons en RDC qu'il faut absolument exploiter parce que ce n'est pas exploité. Et l'éditeur Ipakala a estimé qu'à l'occasion de ces 35 ans de son groupe, d'organiser cet échange avec les hommes et femmes des médias publics surtout, pour sensibiliser sur la lutte contre la pauvreté que nous apprécions beaucoup. Nous, en tant que journalistes, en tant que sensibilisateurs, mais aussi acteurs de la lutte contre la pauvreté, à participer activement à la réduction de la pauvreté, activer la vision du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol, c'est-à-dire avoir un pied à la rédaction, mais aussi un pied au champ. En plus du micro, les journalistes vont désormais utiliser la houe et le tracteur. À suivre dans quelques minutes, Monsieur Roger Kalinga, porte-parole adjoint du chef de l'État, qui vous lira le message du président de la RDC, chef de l'État, adressé aux populations du Nord et Sud Kivu à l'occasion du 29e anniversaire de l'assassinat de l'archevêque de Bukavu. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce soir. C'est un journal de la rédaction coordonné par Marthe Mangaza, réalisé par Simon Kakolongo et Ramadan Poki. Assisté de Eli Toumba, Ribin Kumbo et Ernest Bolikoko. Je vous retrouve demain à 20h avec plutôt le même plaisir de vous informer à toutes et à tous. Bonne soirée chez vous. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 29 octobre 2025. Sud Kivu, des combats font rage entre Wazalendo et l'AFC M23 à Bourigny, annonce le quotidien. Depuis le lundi 27 octobre 2025, la chefferie de Bourigny, dans le territoire de Mouinga, est le théâtre d'intenses affrontements opposant les combattants Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Des détonations retentissent dans plusieurs villages, provoquant des vagues de déplacements et une peur généralisée parmi les habitants. Les collines de Mouinga tremblent une fois de plus sous le coup des armes. Selon les témoins locaux, les combats se sont intensifiés dans la chefferie de Bourigny où les miliciens Wazalendo tentent
tente de repousser l'avancée des rebelles de l'AFC 1-23. Les habitants parlent d'un véritable enfer ponctué d'explosions et de tirs en rafale. Sud Kivu, Mwenga, près de 400 foyers réduits en cendres par un incendie, constate le potentiel. Le centre minier de Lugushwa, en territoire de Mwenga, a été secoué le dimanche 26 octobre par un incendie d'une violence inouïe qui a consumé une grande partie du quartier de Chirika. Yapc. En l'espace de quelques heures, des dizaines de maisons sont parties en fumée, laissant des centaines de familles sans abri et démunies. Heureusement, aucune vie humaine n'a été perdue, mais la portée humanitaire reste dramatique. Nord Kivu, 2 militaires FARDC arrêtés à Beni pour implication présumée dans des cambriolages nocturnes, révèle Actu30.cd. 2 éléments des FARDC ont été arrêtés par les services de sécurité de la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Les militaires Panga Wampanga Cédric, déserteur pour avoir fui son unité à Lubero, et son compagnon Baraka ont été arrêtés par les éléments de défense et de sécurité pour avoir été impliqués dans des cambriolages nocturnes dans les maisons des habitations de la ville de Beni. Des biens volés, notamment des téléphones, des écrans, téléviseurs et plusieurs autres biens de valeur ont été remis à leurs propriétaires, selon la police nationale congolaise. Alors qu'il finance des mouvements terroristes en RDC, Kigali indexe 25 opposants au régime, titre le maximum. Au Rwanda de Paul Kagame, le pouvoir monoethnique Tutsi est impitoyable à l'égard de ses opposants, presque tous de l'ethnie Hutu quasiment. Kigali les harcèle jour et nuit où qu'ils se trouvent sous divers motifs, les uns fallacieux que les autres, même si en même temps la principauté militaire du pays des 1000 collines arme, fabrique de toutes pièces et entretient des bandes de terroristes de l'ethnie exécrée qui dévastent le territoire de son voisin congolais. Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées, que de familles brisées, que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie, lèvons-nous pour notre dignité. C'est l'heure de taire nos divergences internes et de nous mobiliser comme un seul homme